Le Congo ne tombera jamais. Que la paix soit sur vous. Deux anciens ennemis devenus amis, puis redevenus ennemis avant de redevenir récemment amis, entre guillemets, dans un feuilleton, dans une logique digne des feux de l'amour. Amis après avoir constaté, avec visiblement une grande légèreté, le nombre de morts qui ont été sacrifiés pour les caprices de politiciens qui ne recherchent qu'une seule chose, le pouvoir. Sauvons l'Afrique. Très frère, Kémy Séba, tu es véridique et pragmatique dans tes propos. J'ai suivi il y a quelques temps passé le discours de Kémy Séba sur la Côte d'Ivoire. Et ce discours m'a révélé tant de choses parce que à l'intérieur de ce discours, ça cache beaucoup de vérités. Je ne sais pas, à l'époque où le grand frère Kémy Séba avait partagé ce discours, si mes amis de la Côte d'Ivoire avaient vu ou suivi de la même manière ce discours, j'aimerais essayer un peu partager, publier encore pour vous ce discours de Kémy Séba sur l'État de Côte d'Ivoire. À l'époque, moi, j'ai considéré ça comme une prophétie parce qu'il y a certaines choses par rapport aux choses qu'il avait dit dans la vidéo dont je voudrais partager avec vous. Ce genre de choses se réalisent actuellement. C'est très capital. La vidéo dont je vais vous proposer, je vais partager avec vous. Je vais vous demander seulement une chose. Installez-vous, suivez la vidéo, partagez la vidéo parce que la vidéo révèle des très grandes vérités sur l'État de Côte d'Ivoire et sur l'Afrique actuelle. Je vous laisse d'abord suivre la vidéo. Je vais vous retrouver à la fin pour faire quelques commentaires avec vous. Voilà, c'est parti. Que la paix soit sur vous. Je vous adresse cette allocution ce soir en dehors de Côte d'Ivoire, pays que j'ai quitté au soir de la rencontre entre deux briscards de la politique ivoirienne, Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié. Deux anciens ennemis devenus amis, puis redevenus ennemis avant de redevenir récemment amis, entre guillemets, dans un feuilleton, dans une logique digne des feux de l'amour. Amis après avoir constaté, avec visiblement une grande légèreté, le nombre de morts qui ont été sacrifiés pour les caprices de politiciens qui ne recherchent qu'une seule chose, le pouvoir. Dire cela ne signifie pas que je m'oppose de manière systématique au dialogue entre ennemis. Car bien souvent, pour permettre la voie de l'élévation pour la population, il est nécessaire que des camps adverses puissent s'asseoir à une table et discuter, plutôt que de se faire la guerre. Ce que je regrette amèrement, c'est que ces personnes présentées comme des sages, comme des guides, comme des aînés, aient dû attendre la mort de centaines d'innocents. On nous parle de 85 officiellement, mais on connaît la notion d'officiel en Afrique et d'officieux. La mort de centaines d'innocents, instrumentalisés, manipulés de part et d'autre, pour qu'ils décident de se réunir autour de macarons, de refaire la pluie et le beau temps à la face du monde. Je suis parti aussi parce que tout le monde le sait, j'étais venu pour changer une recette, pour contribuer au changement d'une recette, à la recette d'un gâteau qui se nomme France-Afrique. Un gâteau qui, depuis un certain nombre de temps, intoxique beaucoup trop de gens sur le continent africain. Un gâteau qui fait que certaines personnes, certaines parties ont la part belle, pendant que la population de manière générale est asphyxiée, alors que ce sont les éléments de son sol qui sont utilisés pour que ce gâteau puisse être réalisé. De France-Afrique, je voulais arriver à Afrique-Afrique. Et donc, par conséquent, comprenant que la Côte d'Ivoire est la capitale centrale en ce début de XXIe siècle de ce néocolonialisme français, lorsque un certain nombre de frères et de sœurs m'ont parlé du fait que le départ de Ouattara pourrait être une opportunité pour que l'on puisse changer le cadre du système dans lequel nous vivions, j'étais plus que jamais partant et prêt à risquer ma vie, raison pour laquelle j'ai bravé des interdits en traversant le Togo, où je suis persona non grata par la dictature de Faure Gnassingbé, en traversant le Ghana et en traversant la Côte d'Ivoire, où là aussi, suite à mes mobilisations contre le néocolonialisme, j'ai été de manière injuste et immorale interdit par
par le régime de Alassane Dramane Ouattara. Mais lorsque je suis venu, il y a 3 semaines de cela maintenant, pour être plus précis, le 24 octobre, j'ai eu l'occasion de discuter avec bon nombre de figures et de responsables, de cadres des partis d'opposition. Tous les jours, des discussions âpres. Pour certaines parties, des discussions chaleureuses. Et parce que je ne veux pas mettre en danger les personnes qui ont fait preuve de grande fraternité, qui m'ont reçu avec les honneurs, qui m'ont reçu avec beaucoup d'amour, je ne les citerai pas parce que l'on sait que sous le régime de la Ouattari, être allié ou ami de Kémi Séba n'est pas forcément bien vu par le régime dictatorial dans lequel ils vivent. Mais j'ai rencontré aussi une grande partie de gens au sein de l'opposition, et je pense qu'on doit être capable de le dire, qui n'avaient pas pour projet de changer la France-Afrique. Ce gâteau, ils aiment ce gâteau. Ils voulaient juste prendre une part dans ce gâteau et bouger celui qui était le détenteur majoritaire en Côte d'Ivoire de ce gâteau. En l'occurrence, Alassane Dramane Ouattara. Or, tout le monde le sait. Je ne suis pas venu et je ne combats pas depuis des années Alassane Dramane Ouattara pour l'homme qu'il est. Je me moque de lui. Peut-être même que Alassane Dramane Ouattara peut être quelqu'un de sympathique. Mes proches me disent qu'il est un sanguinaire. Et j'ai tendance à croire mes proches. Mais géopolitiquement parlant, Alassane Dramane Ouattara est l'instrument numéro 1 d'un système néocolonial qui l'a précédé. Il est important de le rappeler. Et tant que nous ne bougerons pas les lignes de ce système, la Côte d'Ivoire continuera de connaître les drames qu'elle connaît depuis si longtemps. Mais j'ai rencontré face à moi des personnes qui étaient sourdes au sein de la classe politique, pas de la jeunesse, c'est très important de le préciser, au sein de la classe politique, au sein de l'opposition, des personnes qui étaient sourdes à cette volonté de changement et qui ne voulaient qu'une seule chose, le départ de Ouattara pour le remplacer et manger leur part de ce gâteau infect nommé France-Afrique. Parallèlement à cette réalité, j'ai rencontré des jeunes pleins de vitalité, des jeunes frères et des jeunes sœurs pleins d'amour, pleins de patriotisme, pleins d'amour pour l'Afrique, très loin de la xénophobie, des gens de toute ethnie, des Baoulés, des Bétés, des Sénoufos, des Malinké, des Abourés, qui ne se voyaient pas en fonction d'une ethnie, mais en fonction d'une appartenance commune et d'un destin commun, l'Afrique. Ces individus m'ont accompagné, ont marché à mes côtés, m'ont protégé, ont pris soin de moi au péril de leur vie. Et ces jeunes Ivoiriens sont l'avenir de la Côte d'Ivoire et sont l'avenir du continent africain. Au contraire de cette élite qui est, je le souhaite de toute mon âme, le passé décomposé du continent africain. Certains me demandent, Kémi, pourquoi te focalises-tu sur la France-Afrique? Ce n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que des Burkinabés envahissent le pays. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que l'opposition, et là je me fais le relais de Malinké ou de Dioula qui dit cela, l'opposition est jonchée, habitée par des xénophobes. Et je souris. Parce qu'on ne peut pas décrypter ces contre-vérités de part et d'autre si l'on n'est pas capable d'analyser la manière dont a été constituée la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le colon arrive dans une zone où diverses ethnies, pas forcément antagonistes, qui vivaient dans un bon voisinage, qui étaient dans des interactions pluriséculaires. Il y avait des Abourés, il y avait des Bétés, il y avait des Malinké, il y avait des Sénoufos. Comme dans toute famille, parfois il y a des disputes, et comme dans toute famille, parfois il y a des unions. Le colon est arrivé à dresser un périmètre, et a dit, à partir d'aujourd'hui, ça c'est un pays. C'est la Côte d'Ivoire. Il n'a pas pris en compte le fait que certaines familles étaient installées à l'intérieur de son périmètre, mais aussi à l'extérieur de son périmètre, comme par exemple au Burkina Faso. Vous avez des familles qui sont en Côte d'Ivoire, dans le périmètre colonial, et d'autres qui sont dans l'autre périmètre,
qui est le Burkina Faso, anciennement sous la colonisation, la Haute-Volta, et la Côte d'Ivoire, la Basse-Volta. Il n'a pas pris en compte ces réalités. Il a dessiné un pays en fonction de ses intérêts, et il a fait en sorte que le découpage et la structuration administrative de ce pays puissent par la suite lui servir. Parce que dans le système colonial de manière générale, et c'est très important que tous les frères et sœurs de mon peuple, mais aussi d'autres couleurs, qui sont liés à une douleur qui est la nôtre, qui se sentent concernés par le combat, c'est très important que vous compreniez ces éléments. Nos pays ont été façonnés de manière à ce que tout soit centralisé dans les capitales coloniales, bien souvent. De telle sorte que tout ce qui devait se passait autour des capitales, soit politique, soit par la suite économique, peu importe, et qu'il y avait toujours dans chaque pays des zones qui, étant éloignées de ces capitales, se sentaient, à tort ou à raison, un peu moins prises en charge. C'est une donnée historique que l'on retrouve au Sénégal, que l'on retrouve en Côte d'Ivoire, que l'on retrouve au Nigeria, que l'on retrouve au Cameroun, que l'on retrouve dans des tas de contrées africaines. Et c'est un héritage d'un processus colonial. Parce qu'on ne peut pas comprendre le combat politique d'aujourd'hui, ce n'est pas capable de comprendre, excusez-moi, un certain nombre de données historiques et géopolitiques. C'est la manière dont le système colonial français a façonné l'Afrique telle qu'on la connaît aujourd'hui. De telle sorte que certaines ethnies qui auparavant n'étaient pas en conflit avec d'autres ont senti sous le joug de la colonisation qu'elles étaient peut-être un petit peu plus laissées à l'abandon. Mais dire que de tout temps, comme c'est le récit colonial, comme c'est le récit de libération, comme c'est le récit du monde et de tous ces torchons de France 24, dire que ces ethnies ont toujours été en conflit, c'est un mensonge éhonté. Doit-on rappeler que Péléforo Gon, un grand chef traditionnel coutumier du nord de la Côte d'Ivoire, a été un grand conseiller traditionnel, mais aussi politique, de Félix Houphouët-Boigny? Comment pouvez-vous expliquer que dans un pays que l'on présente comme le symbole de la xénophobie, à une époque très reculée, le président, qui était un grand outil de la France-Afrique, mais là c'est encore autre chose, le président Félix Houphouët-Boigny avait comme conseiller un seigneur, un chef traditionnel du Nord, censé être d'une ethnie antagoniste? Non. Depuis très longtemps, les Ivoiriens vivaient en bon voisinage. Mais l'oligarchie a été capable d'accentuer les différences de traitement en fonction des zones territoriales, de telle sorte que, comme l'expliquait Frantz Fanon, plutôt que de s'opposer, c'est ce qu'il explique dans Les Damnés de la Terre, c'est ce qu'il explique aussi dans Peau Noire, Masque Blanc, plutôt que de s'opposer à celui qui est l'apôtre de la fracture coloniale et de la fracture territoriale, les colonisés finissaient par s'opposer entre eux. Un processus psychologique connu de longue date dans toutes les sociétés vivant l'oppression. Il est important aussi de dire, quand nous expliquons cela, que c'est à un moment crucial, vers la fin du règne d'Houphouët-Boigny, que l'oligarchie financière apatride impose un homme qui deviendra le visage de la finance internationale en Afrique francophone et en Côte d'Ivoire. Cet homme s'appelle Alassane Dramane Ouattara, imposé comme Premier ministre pour appliquer des plans d'ajustement structurel. Des plans d'ajustement structurel au sein desquels on trouve notamment, pour augmenter les caisses de l'État, le projet de la carte de séjour. Carte de séjour qui ostracise un certain nombre de familles qui étaient venues en masse à une certaine époque à l'appel d'Houphouët-Boigny, du Burkina Faso, de Guinée, du Mali, voire du Bénin, pour travailler en Côte d'Ivoire. Auparavant, la circulation était plus que jamais libre, et Alassane Ouattara a été placé pour restreindre cette liberté-là. Ouattara qui lui-même a un nom que l'on trouve pour certains en Côte d'Ivoire, et pour d'autres que l'on trouve au Burkina Faso, entre autres. Et ce même Alassane Ouattara, à la mort d'Houphouët-Boigny, lui-même qui était pourtant l'apôtre des cartes de séjour et donc de la restriction de la circulation des
entre guillemets étranger, je dis bien entre guillemets parce que se revendiquer d'une nation coloniale, j'ai fait de la prison, c'est comme se revendiquer d'un numéro de matricule. C'est ridicule. Mais Alassane Ouattara, dans ce processus-là, restreignait les libertés des étrangers. Et lorsque Houphouët-Boigny meurt, celui qui, légitimement, légalement, selon la Constitution, devait prendre le pouvoir, c'était son ami, celui qu'on disait tout à l'heure être son pire ennemi, devenu ami, puis redevenu ennemi, etc., Henri Konan Bédié. La Constitution prévoyait que, sans faire quelconque effort, Henri Konan Bédié serait le président, héritier, puisque le président de l'Assemblée nationale, quand le président de la République meurt, le président de l'Assemblée nationale prend le pouvoir. Mais Henri Konan Bédié a fait une erreur d'une stupidité sans nom, que bon nombre d'Africains, y compris moi, panafricaniste, ne lui pardonneront jamais. Il a utilisé un procédé, une philosophie qui à la base n'était pas négative, il faut qu'on puisse le dire, qui n'était pas excluante, qui s'appelait l'ivoirité. L'ivoirité est à la Côte d'Ivoire ce que la négritude est à l'interjection de nègre. C'est valoriser une culture à partir d'une interjection coloniale. La Côte d'Ivoire est une création coloniale, mais les gens se sont dit, vous nous excluez, vous êtes dans une démarche de nous opprimer, mais on va réussir à constituer, à valoriser le patrimoine des peuples qui sont présents à l'intérieur de cette sphère. Et quand on parlait d'ivoirité au départ, les Sénoufos, les Malinqués n'étaient pas exclus parce qu'ils étaient dans le périmètre de la Côte d'Ivoire. Mais lorsque Henri Konan Bédié utilise politiquement cette philosophie culturelle non excluante, il l'utilise pour stigmatiser Alassane Dramane Ouattara et de facto exclure un certain nombre d'étrangers. Ceux qui sont lucides vous diront, mais Alassane Dramane Ouattara, pion de l'oligarchie financière apatride, est celui qui a commencé ce procédé avec la carte de séjour. Mais le problème de la politique en Afrique, c'est que beaucoup ont la mémoire courte. Et donc, Konan Bédié a agité le chiffon de l'ivoirité pour exclure Alassane Dramane Ouattara. Et de facto, ceux qui lui ressemblaient. Et cela a entraîné que Alassane Ouattara, pion de l'oligarchie, a pu devenir facilement la voix, le visage de tant d'Ivoiriens qui se sentaient objectivement, légitimement exclus parce que dans les zones territoriales éloignées et abandonnées, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est important de le préciser, on y reviendra tout à l'heure, en Côte d'Ivoire. Et à partir de cette période, une frustration réelle, palpable, de gens qui se sentaient mis à l'abandon, a pris forme. Une frustration que, contrairement à ce que certains pourront dire, on a le droit de trouver légitime. Moi, je suis fils de Béninois, de ce qu'on appelle auparavant, anciennement, Dahoméens. Les Dahoméens ont connu des exodes en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont connu de l'hostilité. Mon père a vécu en Côte d'Ivoire. Il a joué au foot pendant des années en Côte d'Ivoire. J'ai encore une grande partie de ma famille en Côte d'Ivoire. Et une grande partie de ma famille a fui la Côte d'Ivoire quand l'hostilité vis-à-vis des Dahoméens était présente, parce que c'est une réalité, quand je parlais de Frantz Fanon tout à l'heure, quand il y a une zone riche et que les colonisés sont entre eux, quand ils n'ont pas l'appareil politique, structurel, idéologique pour s'attaquer à la véritable cible et aux véritables responsables, on se tue entre opprimés ou on se combat entre opprimés au lieu de se battre contre l'oppresseur. C'est une réalité historique qui existe dans toutes les sociétés colonisées de manière générale. Et donc, ce sont tous ces facteurs accumulés qui ont entraîné le processus de l'affrontement entre les diverses fractions composant la Côte d'Ivoire, fractions manipulées de manière malheureuse par des oligarques tels que Alassane Dramane Ouattara, représentant de l'élite financière apatride, qui leur a fait croire que, en étant de son côté, la souffrance de populations du Nord ostracisées finira par être plus que jamais vengée. Le drame de tout ça était que le camp d'en face, lorsque l'on analyse la situation de Laurent Gbagbo, bon nombre de membres nés dans le Nord, de membres appartenant au Nord de la Côte d'Ivoire, avaient des postes de très haute responsabilité sous Gbagbo. Preuve que nous n'étions pas dans une question de
les nordistes étrangers contre le reste. C'était beaucoup plus complexe que cela. Mais il y a une responsabilité collective de la classe politique ivoirienne de n'avoir pas su gommer de manière définitive ce problème de l'ivoirité qui a permis aux agents de l'élite financière apatride de surfer sur le sentiment d'exclusion d'une partie de la population. En tant que panafricaniste, je ne pourrais jamais être du côté de ceux qui, lorsqu'ils voient un autre Africain, sont capables de l'appeler étranger, sachant que l'on se revendique de nations qui elles-mêmes sont par le colon créées. Et mon rêve, notre projet, à nous autres panafricanistes, c'est que ces prisons coloniales deviennent par la suite des entités dépassées dans le cadre, comme le disait Cheikh Anta Diop, de l'État fédéral africain. On sera dans une obligation de regarder en priorité beaucoup plus ce qui nous unit que ce qui nous sépare. Ceux qui se font la guerre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans les rues, pour des politiciens qui, eux, sont bien bunkérisés, sont bien protégés, fument leurs cigares, mangent leurs macarons, mangent leurs 3, voire 4, 5, quand on voit la dégaine de certains, 4, 5 repas par jour, pendant que d'autres meurent sous les balles, ou en se faisant découper par des milices de microbes, qui ne sont même pas forcément des milices, contrairement à ce qu'on pense, de nordistes. Bien souvent, ce sont des miliciens étrangers, assimilés à tort ou à raison à des djoulas, d'accord, qui sont présentés de manière générale comme des miliciens djoulas, et qui poussent par la suite les autres populations à se dire, dès qu'on voit des djoulas, potentiellement parlant, il y a des microbes, et donc on doit se défendre, et cela entraîne des affrontements que l'on connaît. Et ce processus, ces politiciens sont responsables. Mais tous ces gens qui se battent, lorsqu'on les emmène dans d'autres contrées du monde, on les voit pour ce qu'ils sont, des Africains. On ne les voit pas pour Djoula, Bété, Annie, Malinké, Sénoufo ou autres. On les voit pour ce qu'ils sont, des Noirs. Et c'est ça le grand désespoir actuel que je peux voir en Côte d'Ivoire. Panafricaniste et anticolonialiste que je suis. Certains, pour la quête de pouvoir, ont mis en avant l'aspect ethnique, plus que jamais, en se disant que si ils sont capables d'agiter ce chiffon-là, leurs ethnies leur permettront d'accéder au pouvoir. Nous devons briser cela. Et c'est pour ça que je demande à la société civile ivoirienne de ne plus jamais sortir, quelle que soit votre ethnie, pour des politiciens qui vous oublieront dès lors qu'ils auront acquis une nouvelle part de pouvoir. Je vous en supplie. J'ai vu des scènes qui m'ont donné la nausée. J'ai vu des gens découper des têtes et jouer au foot avec ces têtes sur le sol ivoirien. J'ai assisté, parce que je peux le dire maintenant, j'ai été à Bonoua, j'ai été à Abidjan, j'ai été à Ganoa, j'ai été à différents endroits. J'ai vu de mes propres yeux, avec mes frères et mes sœurs, lorsque je rentrais, les barrages, je les ai vécus en direct. Des affrontements entre des gens qui, si vous êtes à l'extérieur du continent africain, vous vous direz, ce sont des Noirs qui se battent entre eux. Ça ne peut plus durer. Et donc, pour conclure, je m'adresse à la classe politique ivoirienne et de manière générale à la classe politique africaine dans la zone dite de manière impropre francophone. Tant que vous ne remettrez pas en question la France-Afrique, tous vos débats seront puérils, stériles, inopérants et coûteront la vie de vos populations. Et il arrivera un moment, si vous ne prenez pas les responsabilités qui vous incombent, de vous retourner contre l'oppresseur principal, il arrivera un moment où, avant de s'occuper de l'oppresseur principal, la population finira par s'occuper de vous. Parce que quand des gens sont à la tête de nos États pour protéger nos pays, pour protéger leur population, et qui se servent de ces postes pour s'enrichir au détriment de leur peuple, qui par la suite risquent leur vie pour aller en Libye, les premiers coupables de la situation que vivent leur peuple, ce sont ces chefs d'État que vous êtes. Ce sont ces politiciens que vous êtes. La jeunesse africaine regorge d'amour. La jeunesse africaine regorge de patriotisme. La jeunesse africaine voit toutes les autres populations du monde avancer, se développer. Certains se disent, oui, la souveraineté n'est pas le problème, on veut le développement.
Mais ces abrutis ne savent pas qu'il ne peut pas y avoir de développement sans souveraineté. Et nos chefs d'État ne veulent pas de la souveraineté. Parce qu'ils ont des bakchiches en bradant nos ressources aux étrangers. Et quand je dis étrangers, je parle de l'oligarchie occidentale et non pas d'autres Africains que certains politiciens passent leur temps à stigmatiser. J'ai fait ma part. Je suis venu et je suis parti dans des frontières de Côte d'Ivoire encore moins solides que la plus faible de toutes les passoires. Je suis rentré, je suis sorti et je reviendrai le moment venu quand nécessaire, quand les gens du côté de l'opposition ou du côté de la sphère politique, de manière générale, seront prêts à s'attaquer aux véritables ennemis. Il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Il n'est jamais trop tard, même pour les marionnettes, comme Dramane, pour se rebeller. J'ai vu un discours de Alassane Dramane Ouattara, je l'ai senti très crispé, qui m'a beaucoup fait sourire. Les gens l'ont surnommé Alassane Dramane Seba. Lorsqu'il a commencé à dire aux journalistes qui commençaient à lui dire « mais votre troisième mandat, c'est un petit peu compliqué », les journalistes français, il leur a dit « arrêtez d'imposer vos normes occidentales aux réalités africaines ». Et puis vous devez arrêter d'imposer les normes de l'Occident aux Africains. Nous sommes suffisamment majeurs pour gérer nos pays. Nous le faisons en fonction de nos objectifs. La Côte d'Ivoire est un pays qui est sorti de crise, qui a besoin de stabilité, et c'est au nom de cette stabilité que j'ai personnellement accepté de faire ce mandat auquel j'avais renoncé. Donc je crois que ça suffit comme ça. Je vous remercie. Dramane, il faut aller au bout de ce raisonnement. Tu as été façonné par l'oligarchie occidentale, de A à Z, mais il n'est jamais trop tard pour couper le fil avec le marionnettiste et sortir par une porte honorable. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'intervention de Kenny Seba, ces grands panafricanistes. Voilà pourquoi moi, personnellement, je le place parmi les numéros 1 de panafricanistes africains par rapport à ce grand travail qu'il est en train de faire, d'élever de la conscience du peuple africain par rapport à la révolution et à la lutte qui nous attend. Chaque panafricaniste, chaque héros, chaque révolutionnaire, dans les temps, a eu l'occasion de faire sa mission. Et le grand frère Kenny Seba, il est aussi en train de faire sa mission. Maintenant, c'est à nous de pouvoir prendre quelque chose dans la mission de Kenny Seba. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, se dire par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport à tout ce qui se passe. Cette vidéo, ça date de longtemps. Mais à l'intérieur de cette vidéo, vous êtes en train de remarquer, vous avez remarqué, je dirais, beaucoup de révélations et certaines choses se réalisent maintenant. Il y a des limites que les colons ont placées. Enfin, d'essayer un peu de nous diviser, de nous mettre à côté, de dire que moi je suis de Congo-Brazzaville, moi je suis du Sénégal, moi je suis du Côte d'Ivoire, moi je suis de la République démocratique du Congo. Enfin, de nous limiter. Nous sommes tous un seul peuple. Nous sommes les Africains. Avant que les colons arrivent ici en Afrique, avec la pensée de nous coloniser, on était ensemble, on vivrait ensemble, avec une même pensée. Mais une fois que les colons ont réussi à venir ici en Afrique, ils ont commencé à mettre des limites, c'est ça là où la division a commencé. C'est comme ça que le grand frère Kenny Seba a révélé, a donné des révélations. Et j'aimerais essayer un peu d'encourager le peuple du Côte d'Ivoire, mes amis de la Côte d'Ivoire, d'être unis, de choisir des dirigeants qui ont la pensée de faire évoluer votre pays, de faire évoluer votre État. Et je demanderai, comme le grand frère Kenny Seba vient de le faire, au président actuel, au président de la Côte d'Ivoire, de faire quelque chose pour garder sa loyauté, pour garder sa crédibilité. Vous avez suivi à la fin de sa vidéo, il y a une petite vidéo que le grand frère Kenny Seba a balancée. Et sur cette vidéo, le président de la Côte d'Ivoire a dit une chose très capitale. Et à la fin, Kenny Seba dit une chose là qui m'a vraiment touché. Il a dit en disant, tu peux te sauver, tu peux te protéger, tu peux garder ta crédibilité. Pourquoi? Parce que tu as été manipulé par les impérialistes, par les colonisateurs, hein, par l'Europe, l'Occident,
Mais vers la fin de ta vie présente, tu peux faire quelque chose de très capital et sauver ta dignité. Je suis flatté et touché par rapport à la réaction du président Macky Sall. Moi, personnellement, je les respecte. Ouais, je les respecte. Sa position vers la fin, il a cherché comment se sauver. Je les respecte. Et si le président Alassane Ouattara peut faire quelque chose de pareil, ça peut sauver aussi sa crédibilité. Mesdames et messieurs, je crois que vous avez suivi cette vidéo. Je vous aime beaucoup. Partagez la vidéo, commentez et ça sera une très bonne chose pour nous. Je vous aime beaucoup. C'était ton frère Jacques Nkana. Je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Merci. Le Congo ne tombera jamais.